à tous, c'est Mélie sans Mélo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Et du coup, on va commencer par revenir sur les livres qui étaient encore en cours dans ma dernière vidéo. Un seul d'entre eux, puisque ni seul ni ensemble, on vous a préparé une comparaison qui est probablement déjà sortie à l'heure où cette vidéo paraîtra. Donc je vous la mettrai en barre d'infos. Je vous avais fait un long laïus sur les maîtres en lumineur. Alors, j'ai terminé les maîtres en lumineur. Qu'est-ce que j'en ai pensé au final? Et ben écoutez, c'est une lecture qui m'a laissé fortement mitigée. Parce que comme vous l'avez entendu, le début c'était clairement pas ça. Hein. J'étais pas du tout dans le truc. Peut-être que c'est la narration et la voix de la narratrice, qu'elle donnait comme ton à la narration, qui fait que j'ai pas du tout accroché à la plume, au dialogue, surtout les dialogues, et les pensées des personnages. Peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, très clairement, il y avait un truc dès le début qui m'a crispée dans cette lecture. Je vous avais parlé de la notion d'enluminure et du ressenti des objets qui m'avait aussi beaucoup déstabilisée, et du rapport, de l'utilisation de notions telles que celle de la gravité, qui sont, surtout la gravité, très utilisée. Et du coup voilà, j'étais pas trop convaincue. Alors, il se trouve que, à un stade dans ma lecture, il y a un élément qui change tout par rapport au personnage, à l'objet de clé dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, et qui explique tout ce qui, moi, ne m'a pas convaincue. Alors, c'est pas pour autant que ça excuse et que ça efface le sentiment premier que j'ai eu à cette lecture. Je comprends maintenant, mais je trouve que ça a été très malhabile de la part de l'auteur, puisque ça aurait pu être amené de façon beaucoup plus douce. Je pense que le fait que l'auteur se soit servi de ça pour présenter son monde sous certains aspects, en tout cas ses règles, ça aurait pu être évité, et moi j'aurais peut-être posé moins de questions et ça m'aurait moins saoulée en fait. Bref, toujours est-il qu'effectivement il y a un truc qui retourne complètement la situation. Maintenant, est-ce que je lirai la suite? Je sais pas trop. C'est sûr qu'à partir de ce moment-là, il y a aussi beaucoup d'actions, les événements s'enchaînent. Les trahisons, maintenant, moi je les ai vues venir à des kilomètres. C'était un peu évident. J'ai pas été particulièrement surprise. Il y a 2-3 éléments qui m'ont à nouveau surprise, notamment les choix du personnage principal dans certaines scènes d'action où je me suis dit ouais. Et puis on rajoute à ça une petite touche de romance sur la fin dont on se serait bien passé. Voilà, ça n'a servi à rien, je trouve. Puis c'est arrivé beaucoup trop vite. Donc pour moi c'était pas intéressant. Est-ce que je lirai la suite? Je ne sais pas. Peut-être en e-book un jour, mais bon voilà, ma palle e-book vous la connaissez. Hein. Donc très clairement c'est pas une priorité. Je suis déçue par cette lecture, parce que je m'attendais, vu tout le bien que j'en avais entendu, je m'attendais à passer vraiment un bon moment. Ça n'a pas été le cas. Alors c'est très personnel, bien sûr, ce rejet, mais voilà, c'est une déception pour ma part. Ouais, le personnage principal, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage en fait. Aucun d'entre eux, je crois. Les dialogues à chaque fois, je trouvais que c'était vraiment prendre le lecteur un peu pour un idiot parfois. Puis encore une fois, ouais, les réactions du perso principal, ça m'a hérissée. Voilà, c'était pas fait pour moi, c'était pas une lecture faite pour moi. Si vous avez aimé, dites-moi si vous comprenez un peu mon ressenti ou pas du tout. Peut-être que je suis un alien. Bref, du coup j'ai terminé cette lecture. J'ai aussi commencé et terminé Les mensonges de la mère de Nashiki Kao. Pourquoi j'ai lu ce livre? Parce que j'avais adoré L'été de la sorcière de la même autrice, paru aussi aux éditions Piquet. J'essaierai de vous retrouver la présentation que j'avais faite sur ce livre là, mais bon, pas sûre de réussir à mettre la main dessus. Alors là c'est assez perturbant aussi comme lecture, parce que c'est pas du tout dans la même vibe que les mensonges de la mère. On est sur un jeune chercheur qui va mettre les pieds sur une île pour poursuivre les travaux de recherche de son ancien professeur.
Après des drames familiaux qui lui sont arrivés, voilà, il s'isole, il va sur son île, il se plonge dans ses recherches, et en fait c'est juste ça. C'est sur 200... Il y a 250 pages, on va dire qu'il y a 190 pages de ce personnage qui va arpenter l'île et nous décrire la faune, la flore, l'architecture. Il y a aussi beaucoup de recherches, c'est la partie que j'ai trouvée la plus intéressante, même si c'est là aussi où je suis peut-être moins à même de comprendre, la partie culturelle et notamment la construction des noms des places et comment les kanjis japonais, les idéogrammes en fait, ont évolué au fur et à mesure des années et de la coloration sociale des lieux pour changer de signification. Donc voilà, ça c'était assez sympa. Et en fait sur les 50 dernières pages, il retourne sur cette île peut-être pas 50 ans plus tard, mais pas loin. Et forcément c'est un bouleversement total pour lui. Voilà, c'est un carnet de voyage. Si vous voulez voyager, ça vous fait clairement voyager. C'est doux, c'est beau, c'est japonais en fait. Ce que moi j'ai pu lire de la littérature japonaise en tout cas ressemblait à ça, quelque chose de très... peace, voilà. Maintenant forcément il y a un ou deux passages où pour moi c'était un peu long. Voilà, je le recommande pas spécialement, sauf si c'est des choses que vous cherchez. Voilà. Maintenant, une vraie superbe bonne lecture, et j'en avais besoin comme vous avez pu l'entendre avec le cycle des secrets. Le tome 2, donc le don des géants de Manon Fargeton, comme vous pouvez le voir, énormément de petits stickers, pour la plupart verts, où j'ai essayé de relever, alors pas à chaque fois, mais où j'ai relevé en fait toutes les phases marquantes, notamment concernant l'inclusivité, le féminisme, le rapport à la liberté. J'ai aussi relevé la scène de smut, parce que enfin moi c'est clairement pas quelque chose que j'aurais considéré comme du smut, encore une fois, mais voilà, comme quoi je suis vraiment pas au clair avec cette notion là. Il y a effectivement une scène de relation sexuelle décrite dans ce livre. Ce livre est à destination des jeunes adolescents. Pourquoi je l'ai trouvé bien? Parce que elle nomme les choses sans pour autant que ce soit vulgaire, et elle est suffisamment descriptive sans l'être trop, pour que ça en soit pédagogique, et surtout pour que ça offre aux jeunes une vision d'une relation sexuelle consentie, où la demande de consentement est clairement exprimée, et où le plaisir féminin est l'égal du plaisir attendu de la part de l'homme. Voilà, et j'ai trouvé que c'était très important d'avoir ce type de représentation de la sexualité dans des romans destinés à des jeunes adultes. Voilà, par rapport à cette scène-là. Sinon, mis à part cette scène-là, c'est un excellent second tome. Alors, j'en ai discuté avec Renard de Brume, coucou, qui me disait qu'elle s'attendait à ce qu'on sorte un peu d'Alateia, et moi aussi, c'était vraiment ce que j'attendais. Je pensais qu'on serait beaucoup plus dans l'Empire, mais pas du tout. Et finalement, je suis pas déçue, parce que Alateia, zut, j'arrive plus à le dire, Alateia, pardon, a encore énormément de choses à nous dévoiler. On sent le mystère des géants qui se densifie, qui devient de plus en plus prégnant, de plus en plus important aussi dans l'intrigue, le lien qu'ils ont avec les nomades qui est super important. Tous les personnages sont bien présents de façon assez équilibrée, j'ai adoré à nouveau suivre Laura. J'ai aimé les quelques descriptions de lieux, de tenues, de salles, de réception. Maintenant, peut-être que ce qui me manque, c'est qu'il y en ait davantage, parce que c'est vrai que c'est un récit que je vais qualifier d'assez éparse. C'est-à-dire que je pense que c'est lié aux ellipses notamment. Alors les ellipses sont bien gérées, elles sont nombreuses, puisque dans ce volume-là, je crois qu'il y a quelque chose comme 1 année et demie, 2 ans qui se passent. Mais on a l'impression de rater des événements, mais on comprend que si on les a ratés, c'est qu'ils n'étaient pas plus importants que ce que l'autrice leur a donné comme importance, vous voyez. Notamment à un moment donné, il y a l'anniversaire du monarque. C'est un événement dont les personnages discutent en amont, donc on sait qu'il va se... Enfin, c'est un enjeu. En tout cas, ce qui va lui être présenté lors de son anniversaire est un enjeu.
Et en fait, le prochain passage autour de ces personnages-là, l'anniversaire du monarque est déjà passé et on ne sait pas trop finalement comment il a pris ce qui lui a été présenté et offert. Et parce qu'en fait, l'anniversaire, moi je m'attendais vraiment à ce qu'on ait une scène de banquet, enfin voilà, tout ça, et pas du tout en fait, ça s'est passé complètement sous silence parce qu'en fait ça n'apporterait rien, à part un peu de glam et de description, mais finalement c'est pas un événement marquant de cette histoire. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce récit, alors ce que j'aime beaucoup mais qui est très déstabilisant dans ce récit de Manon Fargeton, c'est ces ellipses là, qui sont très nombreuses, mais qui n'oublient rien, parce que finalement, mais on va revenir un peu plus tard sur comment le roi a apprécié certaines choses qui étaient offertes à son anniversaire. Je vous prends juste cet exemple là parce que je trouve qu'il est assez parlant en fait. Mais moi, à un moment donné, quand j'ai compris que l'anniversaire il était passé, je me suis dit, mais en fait, il me manque des infos quoi. J'ai même mis un sticker orange, j'ai dit, bah zut, alors moi je voulais une réponse à cette question là. Et en fait, elle arrive bien plus tard. Alors, point négatif, point positif, je saurais pas trop me décider. Je pense qu'à certains moments ça m'a manqué et à d'autres moments j'ai trouvé ça très bien. Disons que c'est juste ce qu'il faut, voilà. Et ça manque peut-être de développement si on en veut beaucoup, si on en veut plus. Moi j'en voudrais beaucoup, j'en voudrais plus, mais parce que j'aurais aimé quelque chose de vraiment beaucoup plus dense, parce qu'il y a moyen. Je veux dire que c'est un univers qui est riche et qui permettrait d'aller beaucoup plus loin sur les descriptions, sur les personnages, sur leur histoire, sur beaucoup de choses. Mais là on y est arrivé, Manon Fargeton a juste réussi en fait à prendre cet univers extrêmement complexe qu'elle a créé et à l'épurer de façon à ce qu'il reste vraiment que les points importants qui font avancer le récit. Et c'est génial. Voilà. Donc forcément j'ai très envie de lire le tome 3. Je sais que soit elle est en train de l'écrire, soit les corrections sont déjà en cours. Donc il est sorti assez vite le tome 2 après le tome 1. Donc je pense que d'ici 6 mois le tome 3, je l'espère en tout cas, sera entre nos mains. Je ne peux que vous recommander cette saga en sachant que voilà, c'est une lecture jeune adulte, jeunesse, enfin jeunesse, pas trop non plus, mais bon voilà. En tout cas, il contient tout ce que Manon Fargeton arrive à instiller dans chacun de ses récits, de l'inclusivité, du féminisme, de la liberté, beaucoup de réflexions importantes, de questions sur la famille, l'amitié, la loyauté, le racisme, la différence, l'identité genrée, sexuelle, tout ça. C'est tellement bien inséré dans chacun de ces livres que c'est incroyable. Je trouve vraiment incroyable pour un public, pour le public cible. Mettons de bonnes idées dans la tête des jeunes et c'est par ce type de roman que ça commence. Voilà, et bon à part ça, le roman est génial. Alors je reviens quand même sur un petit point qui effectivement, après discussion avec Renard, encore coucou, c'est vrai que dans le premier tome on nous monte un peu le bourrichon avec un gros combat qui doit arriver, qui doit avoir lieu, qui fait frémir un des personnages en mode ah mon dieu faut que je sois prête, faut que je sois prête, faut que je sois prête. Et en fait quand on y arrive, ça se passe en 2 coups de cuillère à peau et on a l'impression que finalement l'enjeu qu'on nous a montré qui était absolument immense, et bah ça se résout un peu vite. Voilà, c'est le point négatif pour cette lecture. Enfin, si c'en est un, mais que j'ai moins apprécié on va dire. J'ai lu ce week-end, parce que je l'ai lu en 2 jours, Messenger de Lois Lowry, c'est le 3e tome de la tétralogie, en français c'est Le Passeur. Le premier tome, Le Passeur, bah celui-là c'est Le Messager. C'est un roman dédié à la jeunesse. On va retrouver des héros des 2 premiers tomes, ce qui amène une certaine différence. On sent que les liens commencent à se tisser entre les 4 tomes, ce qui n'était pas du tout le cas entre le 1 et le 2, ce qui m'avait beaucoup déstabilisée. Ici on va suivre Mati, donc qu'on connaît déjà, qui est messager en fait pour Village. C'est la communauté dans laquelle il habite, dans laquelle un leader se trouve et se sert de lui en fait comme messager pour communiquer soit à l'intérieur même de la communauté, soit avec les communautés aux alentours. Et en fait
le point clé de ce récit, parce qu'il est très très court, hein, il fait 150 pages, donc je vais pas non plus vous assommer avec un descriptif complet, mais c'est que Village a décidé de ne plus accueillir d'étrangers et de fermer ses frontières. Ça a tellement résonné en moi à la veille de ce second tour des élections législatives en France. Je ne pensais pas choisir aussi bien ma lecture. Pour tout vous dire, j'ai même pas lu le résumé. J'ai juste pris parce que c'était un roman jeunesse en anglais et qu'il fallait que j'avance dans ma pile à lire du Sweetie Gourmet Challenge. D'ailleurs, je vous ai même pas dit ce que j'avais validé, pas validé avec le Sweetie Gourmet Challenge. Donc je pense que je vous ferai une petite vidéo à part de résumé, peut-être à mi-parcours. Faudra que je vois un peu où j'en suis. Voilà, du coup c'était une très bonne lecture. J'ai peut-être trouvé la fin un peu rapide, un peu abrupte, je m'y attendais pas. Je dirais que les choses se dénouent en même pas une petite dizaine de pages tout à la fin, et en plus la réponse ne me convient pas forcément. Il me semble que ça m'attire ma petite larme quand même. Voilà, je pense que là aussi c'est un roman qui amène des réflexions, qui amène des questions comme les deux premiers de la tétralogie, hein, pour des jeunes lecteurs de science-fiction, enfin de science-fiction, dystopie on s'entend, c'est intéressant. J'ai hâte de terminer cette tétralogie et de pouvoir enfin jeter un coup d'œil à la carte, parce que j'avais une carte avec le coffret qu'on m'a dit de ne surtout pas ouvrir, parce qu'elle était spoilante. Maintenant je comprends mieux, donc je vais attendre. Ensuite, ma lecture en cours, c'est Mémoire d'un quartier, le tome 3 de Louise Tremblay-Desciambres, et j'en suis à presque la moitié je crois. Du coup je l'aurai, je l'espère, terminé avant de partir en vacances, après quoi je m'attaquerai à des lectures e-book pour mon Sweetie Gourmet Challenge. Je suis très contente d'avoir retrouvé les personnages. Maintenant il y a toujours quelque chose qui me perturbe, ça m'avait perturbé dans le tome 1, dans le tome 2, c'est pareil ici aussi, c'est les ellipses, mais je les trouve moins, enfin pas moins bien gérées, mais je les apprécie moins que ce que j'ai pu vous dire pour Manon Fargeton par exemple. Ici on est vraiment sur des périodes, c'est-à-dire que on va commencer un chapitre et il y a écrit une date. Hop, j'essaie de vous trouver ça. Allez. Voilà, États-Unis, fin de septembre 1962. Et en fait, on va suivre déjà une espèce de petits flashbacks, donc on va revenir un peu avant pour faire le lien avec ce qui s'est passé dans le chapitre précédent. Puis après, on va aller du coup sur toute la période de fin septembre, jusque un peu plus loin. Et dans cette même période, on va suivre plusieurs groupes de personnages. Et en fait, quand on va passer à la période d'après, et ben pour certains personnages, il se sera passé des tas de trucs qu'on attendait très très fermement, qui auront été décrits sur une scène de rencontre par exemple, et après on est laissé comme ça en plan et on a très peu de résumé des conséquences de ce qui s'est passé ensuite. Je peux très peu vous parler de cette lecture puisque c'est un tome 3 d'une saga familiale, donc voilà, sachez juste qu'on va retrouver le personnage d'Adrien qui devient a priori un personnage central de cette histoire, même si là encore une fois bon, surtout le début le concerne. Maintenant là où j'en suis, je l'ai un peu perdu de vue. Je suis ravie que ce soit centré sur lui, surtout que bon, bah, voilà, il y a pas mal de tensions avec d'autres personnages de la maisonnée des Lacailles chez qui il revient s'installer, donc ça c'est vraiment un gros point important de cette histoire. Maintenant c'est aussi le point qui me tarabuste le plus, c'est-à-dire qu'il s'est installé, il est arrivé, et là ça fait plusieurs chapitres qu'il est là, que j'en entends pas parler, alors que je sais combien c'est source de tension pour d'autres personnages qu'il soit là quoi. Mais on n'entend pas trop parler. Du coup, bon, voilà, c'est peut-être un peu la petite déception. Mais je passe un très bon moment avec cette lecture. Autre lecture en cours, c'est ma lecture audio. J'ai commencé Jaunes yeux, donc le tome 4 du Sentier des Astres. Et je passe un bon moment avec ma lecture. Surtout, comme toujours, avec le dit de Shakti, en fait. C'est vraiment les parties qui m'intéressent le plus. Maintenant, on arrive au... J'ai l'impression, en tout cas j'espère, pour les personnages survivants, qu'on arrive au bout de la quête initiale qu'on a commencé dans le tome 1 avec Fintan Calafin et les autres envoyés des barges. Je suis contente de passer un moment avec eux, c'est sympa. Il y a toujours la séparation entre vraiment bon, alors, le dit, et on arrive presque au bout du dit de Shakti. On va bientôt rejoindre le début du tome 1, je pense, et
on a dans le présent cette avancée en fait vers le roi d'Iseur, donc l'avancée de la quête, avec toujours ces passages dans l'outre-monde, l'outre-songe, je sais plus trop comment ils appellent ça, mais quelque chose qui est pas vraiment notre monde, mais qui est plus un pays de chamans, de... Voilà, je trouve ça très chouette, c'est un petit aspect onirique quand ils sont dans ces parties-là qui est très très bien rendu. Petit point bonus pour l'inclusivité et les discussions autour de la transidentité que j'ai trouvé très chouette, même si pour le coup ça tombait peut-être un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais c'était... Voilà, c'est toujours agréable d'avoir ce genre de sujet abordé dans des lectures de fantasy. Voilà, je crois qu'il me reste 2/3. Et enfin, nous sommes toujours dans notre lecture commune de Harry Potter 7 avec un chapitre par jour. C'est très sympa. Ça file beaucoup trop vite puisqu'on est déjà à 30%. Donc j'aime beaucoup en fait ce rythme d'un chapitre par jour parce que parfois, là j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas avancé dans cette histoire, mais pas du tout. J'ai lu mon chapitre hier. Et en fait, parfois ça a un petit côté très frustrant de pas pouvoir avancer au chapitre d'après. Mais en même temps, ça crée l'attente et l'envie d'en savoir plus, et ça permet aussi de beaucoup plus se poser sur son chapitre. C'est-à-dire que moi, c'est un livre que j'ai déjà relu plusieurs fois, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois, et en fait, cette relecture lente, ça me permet vraiment en fait de me reposer sur certains chapitres, de critiquer certains points du coup qui me sautent aux yeux maintenant, et je trouve ça très intéressant. Voilà. Sur ce... Bah écoutez, je pense que je vais vous laisser. On a fait un bon petit tour de mes lectures passées, lectures en cours. Comme d'hab, je vous attends dans les commentaires. Dites-moi, s'il vous plaît, ce que vous pensez de ce format, puisque bah, maintenant je pense qu'on va un peu partir là-dessus. Donc à la fois les lectures que j'ai terminées et les lectures en cours assez rapidement. J'espère que ça vous plaît. Et puis ben, en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.